Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. On parle beaucoup sur le podcast ou LinkedIn forcément du rôle du content marketing et de son importance dans la croissance des entreprises par le prisme des startups, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de visibilité, mais ça représente pas forcément l'intégralité du tissu économique. Et aujourd'hui, je vous propose de voir un petit peu justement le rôle du content dans une boîte d'une toute autre ampleur chez Cegid avec Guillaume Lebeau qui est VP Content Marketing du coup chez Cegid. Au programme de cet épisode, on va voir justement la place du content dans une équipe marketing de 250 personnes, les attentes qui sont liées au content et à ce sujet-là, l'organisation de l'équipe aussi pour gérer différents sujets, différents produits, différentes cibles, et puis les interactions avec les autres équipes pour maximiser l'impact du contenu. Pour parler de tout ça, du coup, je reçois aujourd'hui Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut Axel, merci de me recevoir, c'est cool, je suis très content. Eh ben, écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, d'autant que je le disais, c'est vrai qu'au final, ton profil et type d'entreprise, c'est quelque chose dont on parle moins ou qui est peut-être un petit peu moins visible, et du coup, bon, c'est super sympa de pouvoir voir comment vous êtes organisé et puis justement le rôle dans une boîte d'une autre ampleur, on va dire, parce que chez CJ, donc, bon, c'est un groupe qu'on ne présente plus, quoi. Est-ce que tu peux peut-être du coup toi commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Ouais, carrément, merci. Du coup, sur l'intitulé de poste, je reprends pas, tu l'as bien dit. Donc moi, Guillaume, 42 ans, marié, deux enfants et bientôt trois pour la situation familiale. Félicitations. Cégide, bah, tu vois, ça, c'est presque une date anniversaire, ça fait bientôt 6 ans jour pour jour que j'ai rejoint le groupe. Euh, Cégide, pour représenter très rapidement, comme tu disais, hein, c'est une grosse structure, éditeur de logiciels sur des marchés allant du small business au very large account, sur du logiciel de facturation que tu peux trouver sur du small business à du logiciel de taxes sur des grands groupes en termes de trésorerie, avec du retail, du RH, du payroll. Bon, c'est très très vaste. En France et un peu à l'international. De mon côté, avant d'arriver, j'ai eu un parcours au final assez linéaire en agence de com, digital, puis dans le content et la demand gen. Et si on creuse un peu au tout début, moi à la base je viens du journalisme et du journalisme sportif, donc il y a quand même un bel Mhm. écart, même si on parle toujours de contenu. Au final, c'est quand même un lien assez logique qui fait que je regarde aussi aujourd'hui pas mal d'attrait pour la curiosité de notre métier, qui est un métier un petit peu à part. On va en parler après. Le content, c'est une expertise quand même qui est bien à part, avec de la curiosité, du contenu bien ficelé et une seule manie de creuser les sujets toujours et encore, qui au final tu retrouves dans le côté journalisme, mais tu dois retrouver chez tout marketeur qui se respecte. Voilà. Ouais, bah puis le lien entre le côté sportif et Cégide, on peut le faire aussi quand même de façon assez évidente, si je dis pas de bêtises, non? C'est le groupe de Monsieur Olas Alors qui était c'était, parce qu'il président. l'a vendu C'était en ouais. 2016, mais bon, on va dire quand même que voilà, pour tous ceux qui sont quand même des plutôt férus de sport et surtout du De ballon foot, rond, ouais. Ouais. voilà, de foot ou supporter lyonnais comme je suis naturellement, forcément il y a cet attrait-là, quoi. Donc c'est logique. Et puis de toute façon, Ouais. c'est sport aussi de gérer des grosses équipes marketing. Voilà, On va y venir, tu vois, les transitions, on arrive à les trouver quand on veut. exact. Mais du coup, bon, rentrons dans le vif du sujet. On va plus parler content marketing que football, même si du coup, bah, moi étant à Marseille, on pourrait discuter tous les deux. Oui, on parlera pas du Euh, PG. non, 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 bah, justement, tu vois, c'est bien. Finalement, tu vois, je préfère avoir un Lyonnais en ce moment qu'un Parisien. C'est ça. Donc, je le disais en intro, effectivement, l'idée, c'est de voir un petit peu comment bah, le rôle du content et puis l'impact que vous pouvez avoir, la place dans l'organisation aussi, dans une équipe qui est d'une dimension tout autre de ce que les invités que je peux avoir d'habitude sur le podcast. Donc, l'idée, c'est que bah, peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux revenir sur l'organisation un petit peu du service marketing chez Cegid et du coup, comment l'équipe content, elle se place dans tout ça? Ouais, ouais, carrément. Donc, comme tu disais en intro, 250 personnes, c'est un gros service Ouais. marketing hein, quand même. Et au-delà du chiffre, je pense que c'est le sens de ta question. C'est quel est le rôle du marketing chez Cegid. Donc, quand tu as ce nombre-là, dans une boîte qui a 6000 personnes, donc tu as un peu moins de 10% de l'équipe qui est dédiée au marketing, ça veut dire que le rôle est clé. Notre CMO, qui est arrivé en 2017, a hyper professionnalisé le service, qui Mhm. aujourd'hui est devenu, déjà depuis un moment, un vrai levier de contribution de business, au même titre que le commerce. Hein, et puis les sujets d'alignement sales marketing, nous, on les vit au quotidien hein, dans les grosses structures. Tu as beaucoup de puissance, mais du coup, tu as la complexité qui va avec. Aujourd'hui, on est en effet entre 200 et 250. On va faire une louche hein, parce que voilà, ça bouge un petit peu aussi de temps en temps avec les pays, les restructurations et tout. Majoritairement en France, avec aussi des équipes. On a pas mal de collègues en Iberia Latam, ce qu'on appelle chez nous, et un petit peu dans le reste du monde. On est passé il y a quelques mois d'un modèle et d'une orga qui est full centrale,
Donc c'est un peu, je pense, souvent les sujets qu'on doit avoir dans les structures de cette taille-là. Hein, tu as soit un service marketing central qui est dédié et qui va travailler sur toutes les verticales et toutes les divisions, donc c'est ce qu'on avait. Et Mmh. récemment, on est passé à un modèle hybride avec des équipes, une équipe qui est centrale, dans laquelle nous on est situé aujourd'hui, et des équipes dans les divisions. Donc voilà, tout ça parce que bah, la boîte, c'est des boîtes qui sont lourdes, complexes, mais qui en même temps peuvent prendre des pivots d'un coup. Sur OK. l'IA, sur cette organisation, et cette organisation-là, elle a changé, puisqu'il y a quelques mois, Cegid était organisé par business unit, c'est-à-dire par ligne de produit, et Mmh. on est passé à une organisation par marché. Donc on est passé de OK. 7-8 business units avec beaucoup de produits à 3 marchés. Donc derrière, c'est une orga énorme côté R&D, côté market et côté commerce. Et ça a été fait pour faciliter le cross-sell, notamment, et avoir plus de poids sur des marchés clés. Donc c'est pour te donner un peu l'état des lieux. Donc aujourd'hui, dans les équipes marketing, on retrouve beaucoup d'expertise dans les équipes. On va Mmh. avoir des fonctions clés comme product marketing, tout ce qui est campaign field. Je reprécise pas les métiers, je pense que tout le monde Ouais. connaît. Brand, event, digital, du market ops aussi, de la market Ouais. intelligence qui est hyper intéressant, du market automation et forcément du content marketing aussi. Donc l'avantage de ces grosses équipes, c'est que tu as des expertises qui sont vraiment séparées, dédiées à leur cœur d'expertise. Donc ça veut dire que les gens montent en compétences, sont bien outillés, on pourra y revenir. Et par contre, voilà, pour les managers qui ont des rôles similaires aux miens, on est des managers quand même un peu à cheval entre la stratégie aussi, l'opérationnel et la collaboration. C'est le collaboratif. Je pense qu'on y reviendra. C'est ce que tu t'expliquais Mmh. dans l'intro. C'est comment tu fais bosser un peu différentes équipes qui sont justement dans des fonctions qu'on retrouverait dans des boîtes peut-être de taille plus petite, plus assemblées. C'est la complexité de chez nous qu'on a. Ouais. Aujourd'hui, l'équipe contenu, elle est rattachée au portfolio marketing, donc c'est-à-dire à l'équipe product marketing en centrale, OK. et ça fait bientôt 2 ans. Voilà, on a été à la brand comme pendant 3 ans, 3 ans et demi, et là, ça fait bientôt 2 ans qu'on est au product marketing. OK. Ah ça c'est super intéressant, tu vois? Parce qu'effectivement, donc tu disais, vous étiez à la brand com et du coup vous êtes passé, plutôt Mm, côté product marketing et d'ailleurs je voyais, c'était la CMO de l'Emlist aussi qui en parlait, sur LinkedIn il y a pas longtemps justement que dissocier en fait, product et content, c'était, bah, enfin tu vois? Elle faisait exactement ce constat-là, de dire, c'est vrai que traditionnellement on avait plutôt le mettre à la brand et puis en fait elle s'est rendue compte que, ça faisait beaucoup plus de sens de l'avoir lié au product, parce que tu construis le message et puis après tu le «diffuses» entre guillemets quoi mais justement, du coup, tu me disais, toi, en préparant l'épisode, que cette évolution dans l'organisation, du coup, de ce changement de position aussi, ça avait permis aussi de redéfinir les attentes qui sont liées au content. Euh, du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu, c'est quoi le rôle de votre équipe, le scope des responsabilités, qu'est-ce qu'il y a dans le content au final, et du coup, bah, les attentes qui sont liées à ça de façon générale chez Cegid, quoi. ouais. Bah, comme je te le disais, hein, quand on en avait parlé un peu avant ensemble, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé de la réorganisation de mon équipe. Je pense que j'en ai même saturé quelques paires d'oreilles avec, je m'en excuse. Mm. C'était quand même important parce que ça a vraiment redéfini un peu la vision de ce qu'on devait apporter et comment on le faisait dans l'organisation dans laquelle on est. Là, le sujet que tu évoques et qui fait un peu la transition avec la question précédente, c'est l'origine de tout ça. Et en fait, l'origine de tout ça, je suis hyper d'accord avec le post qui est écrit de Mitty, il me semble Ouais, que c'est de Mitty. ouais. Il y a un vrai move qu'on a fait, nous, en amont, qui nous a permis après de recentrer le rôle et de l'équipe et l'ambition qu'avec mon boss, qui est le SVP du product marketing, on a partagé pour l'équipe. Donc, comme je te disais, pendant 3 ans et demi, on était rattaché à la brand, à la com. Mhm. Ça fonctionnait plutôt bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes où ça fonctionne comme ça. Ouais. Peut-être plus dans des scale-up aussi. De mémoire, dans les grosses boîtes tech, il y en a beaucoup quand même qui sont rattachés au product marketing, mais bon, après, ça varie. Ça fonctionnait bien. Ça nous a permis aussi de remettre du cadre. Quand je suis arrivé, on a beaucoup bossé avec l'équipe pour remettre du cadre, pour travailler sur la qualité du contenu, des process, s'attacher à vraiment délivrer du haut de funnel. Et puis, il est vrai qu'à cette époque-là, on était dans une logique aussi de créer des portfolios de contenu. Donc, on avait le budget, on externalisait beaucoup, bam, on Mhm. envoyait, on créait du contenu, on créait du contenu, on créait du contenu, on s'équipait quoi. Et après, on arrivait aussi à faire pas mal de contenu intéressant sur le tunnel. Ma boss est partie à la retraite et comme elle était maline, elle m'a
tout doucement mis dans les pattes du SVP Product, avec qui j'avais des petites affinités de discussion parce il adore le contenu et que c'est un féru de ça. Mmh. On a commencé à bosser ensemble sur, voilà, il m'a un peu mentoré, on a commencé à bosser ensemble sur voilà, comment on a réussi à apporter un peu plus de valeur. Parce que c'est vrai que mon équipe était quand même, pardon pour l'expression, les oreilles qui nous écoutent, mais était un peu au cul du camion. Comme OK. malheureusement aussi beaucoup d'équipes qui sont des expertises et qui vont se retrouver à créer les assets des campagnes, les promouvoir, les diffuser. Mmh. Aujourd'hui, dans la structure dans laquelle on était, on avait le product marketing qui faisait la proposition de valeur, le go-to-market, le campaign management qui faisait les plans marketing, et derrière, tu avais du contenu qui alimentait les campagnes. Dans ce sens-là, en fait, tu te retrouves vite avec des écarts où la stratégie que tu penses faire n'est pas une stratégie, c'est uniquement de la stratégie d'exécution. Donc, tu es déjà dans un mouchoir de poche. De deux, tu te retrouves à avoir des messages qui sont un peu dilués parce que ce que je t'expliquais avant au préalable, c'est que cette ligne-là, dans une boîte où tu as trois personnes qui se voient tous les jours, ben, elle est beaucoup plus solide. Quand tu as des personnes qui sont dans des équipes différentes, sur des sites différents, qui ont des enjeux différents, avec des managers différents, et ben, tu as une dilution des messages. Et Mmh. généralement, c'est assez rare que tu te mettes dans la même pièce pour réfléchir à ça ensemble. Et du coup, on se retrouve aussi dans l'effet de bord qui était, bah, je produis beaucoup de contenu. Les grosses boîtes comme les nôtres, c'est normal aussi. Au marketing, on a des très gros enjeux de contribution à court Ouais. terme. On a un vrai levier de business. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on mesure et qu'on justifie et qu'on traque et sur lequel on est incentivé. Par contre, à l'inverse, on le sait aussi, les effets de bord de nos structures, c'est quand c'est Q4, là, quand c'est le dernier trimestre, on arrose, on envoie tout, on produit, on finit le budget, et du coup, tu te retrouves des fois avec des choses qui sont pas toujours cohérentes pour ton audience, qui sont pas cohérentes dans les actions, et voilà. Donc tous ces effets-là, l'idée c'était de se dire, bah, voilà, lui un jour il m'a piqué, hein, il m'a dit, oui Guillaume, vous êtes une boîte postale. Mmh. Donc je lui dis, bah ça fait mal, mais j'ai rien contre les facteurs, mais c'est vrai. Donc du Ouais. coup, comment on réussit à retravailler un peu tout ça, à remettre du sens et à refaire monter l'équipe d'un cran dans la réflexion, et c'est là où on a commencé à connecter ensemble là-dessus, quoi. Donc par rapport à ça, c'est-à-dire comment on fait du contenu un vrai levier d'impact marketing. Lui, son sujet en tant que product marketer dans l'âme, c'était de se dire mon équipe et les product marketers avec qui je bosse et les propositions de valeur que je fais, j'ai besoin qu'elles aient un écho. Et pour moi, le meilleur écho possible, ça va être le contenu. Donc c'était son enjeu à lui. Voilà, Mmh. c'est le fameux gagnant-gagnant des années 30. Et l'autre, c'était comment je me reconnecte davantage à la stratégie marketing, au business, et je fais monter en compétence toute l'équipe sur une meilleure connaissance, tout ça, une meilleure logique de tout ça. Donc c'est là que l'aventure a commencé et qu'on a commencé à bosser ensemble en mettant en place des frameworks pour commencer à réaligner tout ça, à parler de thématiques de contenu plus précises, à créer ce qu'on appelle chez nous des storylines, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de bien ficeler toute ta thématique en partant de la problématique, du trigger, du méchant. Lui, son gros dada, c'est s'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de belle histoire, ce qui n'est pas faux. Ouais. Et comment à Mmh. la fin, tu arrives à pousser sur les plus de tes produits. Donc, on a vraiment commencé à travailler là-dessus ensemble. Donc, ça, c'était la première partie. Et du coup, quand les choses se sont ficelées après, quand on a officialisé le rattachement de l'équipe, on a assez vite eu un double enjeu. Et c'est celui-ci que j'expliquais, que j'ai beaucoup expliqué sur la regard de l'équipe. Il y avait cet enjeu A qui était comment je remonte d'un cran, je remets de la valeur, je fais monter en compétences et du coup je me réinterroge sur l'articulation des compétences dans l'équipe. Et à côté, le tsunami de l'IA qui arrive, qu'on avait déjà en tête, mais qui a été accéléré, puisque qui dit grosse boîte, dit actionnaire, dit consultant, dit l'IA faut y aller, dit bon bah sur le contenu, on sait que c'est le premier applicatif concret, donc on va faire des économies, on va équiper tout le Ouais. monde. Donc ça, c'est normal, c'est le business, donc il faut qu'on y réponde. On est partenaires là-dessus. Par contre, à nous aussi d'y mettre plus d'intelligence et de dire, ok, vous voulez faire des économies, on va les faire. Nous, de notre côté, on veut y mettre plus d'intelligence. Donc, du coup, on va vous promettre des économies, mais nous, on va essayer de le driver différemment. Donc, c'est ce que de notre côté, on a essayé de faire. Et ça, les trois piliers qu'on a mis en place il y a déjà 2 ans et qu'on commence vraiment à dérouler maintenant, c'est un sur les insights, deux sur la stratégie et le copywriting, et trois sur l'efficacité, l'efficiency. Voilà. Après, je sais pas si tu veux développer un peu sur ces points-là, on pourra le faire après, mais voilà. Mmh. Donc c'est aujourd'hui, nous, notre rôle, en tant que, pour conclure un peu sur ta question, c'est vraiment de traduire la proposition de valeur avec des messages qui sont impactants et qui vont permettre d'alimenter les campagnes marketing sur de la base client et sur du prospect pour faire de l'acquisition, de la réputation et véhiculer l'expertise et sur l'ensemble des marchés. Voilà, c'est le rôle d'une équipe content Ouais. marketing. Sauf qu'on l'a remonté beaucoup plus
au niveau de la stratégie marketing et moins dans l'exécution finale qu'on avait avant, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire un petit peu au final si je reprends un peu ce que tu as dit, c'est ça, c'est qu'au début du coup de la brand et dans le content, vous étiez plus dans l'exécution, en fait, dans la prise de commande, on va dire un petit peu en termes de contenu et dans la production. Et donc vous avez toujours eu des objectifs qui sont liés quand même à la contribution business. Mais par contre, le fait de se rattacher au product, ça vous a permis de remonter d'un cran dans la stratégie pour vous rapprocher de la proposition de valeur, de la narrative et puis du coup de la qualité du contenu, on va dire, d'un point de vue un peu plus stratégique, quoi. Exactement, c'est une très bonne, très bon résumé, merci. C'est exactement ça, et comme le dirait une personne de mon équipe, c'est une bonne formule, donc je vais pas me l'approprier. On n'est pas là pour récupérer de la demande, prendre des demandes, mais plutôt pour générer de la demande. En fait, c'est le sujet que je travaille aujourd'hui avec mes content stratégistes et qui est pas évident aussi parce que ça te demande aujourd'hui d'avoir une posture différente, de travailler avec des profils de PMM qui sont des profils très câblés. On n'est pas là pour prendre une demande, dire oui, non, on est là aussi pour proposer une demande. C'est-à-dire que pour proposer des choses. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire de plus en plus de notre côté, c'est thématiques de contenu avec des storylines qui sont des vrais angles à part, qui répondent vraiment aux objectifs marketing et business, et qui derrière vont te donner des assets qui sont capables d'aller chercher des vrais insights dans le haut du marché. 58% des trésoriers modernes ont des problèmes de visibilité sur leur cash, sur la prédiction de leur cash. Dans le bas du funnel, ton produit permet d'économiser tant de temps avec les trois fonctionnalités qu'on a. Et l'objectif est d'arriver à ça, mais en restant linéaire dans ce qu'on va raconter et d'éviter la déperdition. Donc c'est un gros job parce que derrière ça te demande d'analyser les objectifs marketing et business. Quand tu les reçois, tes objectifs marketing et business, souvent c'est plus 30% de pipe, plus de SAL, 15 millions de bookings sur ça. Donc ça c'est cool, c'est des chiffres, mais derrière comment tu les traduis en objectif verbalisé, plutôt marketé, pour que derrière tu fasses de ça, par exemple, un objectif de contenu qui va être, je sais pas, prouver à des CFO l'interopérabilité de ton ERP sur leur écosystème. Donc c'est ça le sujet, tu vois. Voilà, bref. Mais ça, du coup, pour le faire, eh ben, il faut que tu te rattaches à la brand. Et dans ce que j'expliquais, j'ai fait un petit peu cette semaine là-dessus, c'est il faut aussi que il y a tout ce qu'on met sur des slides, des PowerPoint, des modélisations, des posts, tout ce que tu veux. Mais il y a aussi ce que tu vis au quotidien en étant rattaché, en bossant avec des gens qui sont sur le terrain, sur les produits. Et ben, ça te nourrit intellectuellement de ça et ça te met dans un état d'esprit différent. Et ça, c'est hyper important. Très cool. Et du coup, justement, alors, ça va faire un peu le lien avec les problématiques que tu évoquais là, et puis un sujet dont tu as parlé au début. Donc, vous êtes une équipe très large au market. Tu l'as dit, toi, du coup, la partie content, c'est rattaché au product, ça fait partie un petit peu des services centraux. Et derrière, vous avez des équipes plutôt problématiques par marché. Euh, euh, Parce qu'en fait, la gamme de produits de Cegid, elle est très large. Les marchés que vous adressez aussi, tu l'as dit, ça va du small biz au final jusqu'à des grands groupes par rapport à la gamme de produits. Euh, Comment vous êtes organisé pour traiter cette demande? Tu vois, traiter tous les sujets au sein de l'équipe content. Déjà, en fait, je sais pas si on l'a dit, mais combien vous êtes du coup dans l'équipe content? Et puis, comment est-ce que vous vous organisez du coup pour adresser à la fois toutes ces problématiques, ces cibles différentes, ces sujets différents? C'est vrai qu'on a une organisation, bah, tu l'as bien expliqué, on a une organisation qui est assez dense, avec une équipe marketing large, un portefeuille de produits très étendu. Dans le modèle d'avant, c'était hyper matriciel, avec des BU et en matrice, bah, les expertises et tout le service. Et maintenant, le modèle est différent, mais apporte d'autres complexités, puisque nous, on est en centrale. Donc, on se retrouve aussi dans un mode prestat interne qui est différent, qui explique aussi le pourquoi de notre structuration, le fait aujourd'hui qu'on ait une personne dans l'équipe qui est Content Ops et qui nous aide beaucoup là-dessus. Donc aujourd'hui dans l'équipe, on a 12 personnes. Voilà, on attend la 13e, donc il faudra mettre une assiette en plus à table. On a donc une Content Ops dans mon équipe qui a un rôle hyper clé, senior Content Ops, parce que c'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est intégration de notre stack, du DAM, de l'outil d'IA qu'on utilise, tous les process sur Asana qu'on utilise. Et là-dessus, on a même été en avance de phase et on a accompagné aussi pas mal de services, en toute humilité. Donc elle a implémenté, elle travaille sur la gestion de la charge, sur les budgets, les ressources, tout ce genre de choses hyper quand même complexes, opérationnelles. Et du coup, ben, par essence, comme ton équipe contenu ne vit pas toute seule, parce que le contenu, c'est quand même ce qui alimente les campagnes, donc en fait, il n'y en a pas
il n'y a pas de campagne et en même temps, il n'y a pas de promotion, pas d'autres services, tu pousses pas ton contenu. Donc du coup, ça veut dire que ce qu'on met en place, on a dû aussi onboarder les autres équipes dessus. Donc elle a un gros sujet d'onboarding, de pédagogie aussi avec les autres. Donc ce rôle est clé. Après, on a deux content stratégistes. Normalement, on va accueillir une troisième personne qui, eux, sont en charge de devoir analyser le marché, la concurrence, récupérer le max d'insight. Donc cette année là, c'est la première année où ils vont pouvoir construire ça. Donc c'est leur mission là d'ailleurs en ce moment. Et eux, du coup, ils travaillent de pair avec le product marketing et en pointillé un peu le campaign management pour éviter qu'on soit pas aligné sur la stratégie de contenu marketing qui, comme je te disais, part des objectifs marketing et business et de l'ICP et avec des thématiques précises. Et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'avant d'arriver aux assets qu'on va proposer, qu'on ait des messages clés sur tout le funnel pour qu'on sache vraiment ce qu'on va dire et qu'on essaye vraiment de le calibrer sur une thématique précise. Donc c'est un rôle quand même bien clé là-dessus parce que ça demande aussi beaucoup d'alignement avec les autres équipes, de recherche et de travail aussi avec les autres personnes de l'équipe, hein. Le modèle qu'on a fait, il n'est pas vertical, il n'y a pas une personne qui, entre guillemets, est en domination de l'autre. Ce que tu pourrais penser quand tu as des rôles de stratège et de content marketing manager pour toute la production, on a juste séparé les compétences. Le content stratégiste, après, c'est lui qui propose des plans de contenu sur la version plus opérationnelle. Donc, tu as la stratégie, tu as l'opérationnalisation, ce que tu peux retrouver dans les modèles agence avec des plannings édito trimestriels qui vérifient avec ses collègues internes pour être sûr qu'on alimente bien les tactiques, qu'on reste bien dans l'histoire qu'on a décidé de raconter. Et ce qu'on fait pas nous, parce qu'on peut pas absorber toute la charge, c'est le sujet que tu évoquais, on ne peut pas absorber toute la charge, et c'est la grosse difficulté de mon équipe d'ailleurs, c'est normal. D'autres personnes le font en interne et nous, il faut qu'on ait absolument vent de tout ça pour que ça rentre bien dans le cadre de la stratégie. Et après, tu as des personnes qui sont plus sur la production et le pilotage d'assets, donc content producer, sur des contenus texte, sur du podcast et un peu sur du design, qui eux vont créer les contenus. Et ces contenus-là, ils les créent, ils vont les piloter, ils vont piloter la création, parce qu'on externalise quand même aussi encore un peu, et on va piloter aussi la création qu'on fait en interne, donc avec nos plumes internes, avec de l'IA aussi pour gagner du temps, et puis voilà. Donc aujourd'hui, ce modèle-là, il nous permet, parce que derrière les stratèges, on a séparé les marchés sur les stratèges. Donc l'idée, c'est d'avoir un marché par stratège pour ça qu'on a recruté. Parce que sur ces postes-là, il faut quand même que tu aies une montée en compétences qui soit assez forte sur ton audience, sur tes produits. Et puis, ben, tu vois, je te parlais de curiosité journalistique au tout début. Bah, c'est ça. Et puis, c'est un profil où tu dois aller chercher les autres, tu dois être dynamique. Tu as beaucoup, ce que j'explique d'ailleurs quand je leur expliquais, je leur dis, il y a aussi beaucoup de ce que je retrouve dans mon poste de manager, de l'entre-deux portes, du café. On est au café du market, donc parlons-en. Du café pour aller savoir ce qui se passe, parce que voilà, t'es obligé d'être sur le terrain, quoi. Donc, tu as beaucoup ça, et du coup, c'est clé que ce soit positionné comme ça. Après, sur la production des assets, on essaye d'avoir. Alors, on a des marchés qui ne sont pas de la même taille, mais on essaie à chaque fois d'avoir plusieurs personnes. Et après, la charge, on la gère aussi parce que sur le modèle qu'on utilise sur Asana aujourd'hui, on a paramétré, Content Hub, ça a paramétré ça aux petits oignons, une vision de la charge. Donc derrière, on sait qui est dans le rouge, qui n'est pas dans le rouge. Alors c'est un niveau de précision qui est pas à la virgule près, mais ça permet de nous tirer les bonnes alertes et de voir un peu comment on peut gérer. Bon, bah là, on va outsourcer. Là, bon, oula, là, c'est danger. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà aujourd'hui comment on gère tout ça en termes de gestion de la charge et du portefeuille. Donc, mais voilà, après, on est toujours aussi tributaire d'un environnement autour de nous qui est un écosystème qui bouge beaucoup. C'est une boîte qui fait des acquisitions, qui est en perpétuelle transformation. C'est une boîte ultra dynamique. On est passé de 1900 personnes quand je suis arrivé en 2019 à 6000 maintenant, hein, tu vois. Donc, du coup, ça veut dire que toi, tu mets en place des process, mais ça te Qui vont demande bouger, toujours de quoi. l'agilité, ce qui des fois est difficile aussi pour les personnes dans ton équipe parce que ils se disent on a mis en place une grosse transformation, on nous demande beaucoup de choses, mais on se rend compte bah, que ça bouge toujours autant en face, les gens ne bougent pas toujours de la même façon, donc des fois ça peut créer des frustrations et voilà, il faut essayer d'expliquer pourquoi on essaie de le faire aussi. Ok. Donc au final, ouais, les contents, donc ce rôle global de Content Ops, en tout cas, qui va intervenir pour toute l'équipe, des content stratégistes par marché pour pouvoir creuser l'expertise au final qu'ils adressent et les problématiques des cibles et monter en compétence dans la compréhension des enjeux, on va dire. Et puis après, la partie exécution, création de contenu et pilotage, du coup, soit des plumes internes, soit des plumes de l'externalisation, tu l'as dit. Ouais. Parce qu'au final, j'allais dire, l'un des enjeux du contenu, alors du coup, c'est que vous avez les plumes internes, ça m'intéresse de voir un petit peu qu'est-ce que tu entends par là, tu vois, dans quel service c'est situé, qui sont ces personnes, du coup, qui contribuent à la création du contenu, mais Mhm.
Bah, en fait, c'est les content marketing managers ou producers. Bon, on n'a jamais statué sur sur le nom du rôle, Non, ouais. mais parce elles font un peu de, les filles, elles font un peu de pilotage de gestion de projet, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de contenus, eh ben, soit elles vont le produire elles-mêmes, soit elles vont le faire produire à un freelance. On a beaucoup internalisé parce que bon, au-dessus, on nous a demandé de faire des économies. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va remettre la main sur nos messages. On est capable de produire des bons contenus, donc on va les faire nous. Aujourd'hui, on utilise un outil d'IA qui s'appelle Jasper, avec lequel on produit beaucoup. On s'est mis un objectif de produire 50% à minima de nos assets avec l'aide de l'IA. Donc avec l'aide ne veut pas dire tout faire avec l'IA, mais c'était un pour pousser l'équipe à y aller et deux pour derrière communiquer en interne sur l'adoption aussi. Donc tu es obligé de mettre des objectifs pour que ça fonctionne, hein, voilà. Et donc plume interne, c'est-à-dire que derrière, en fait, elles vont produire des assets, des fois plus ou moins avec de l'IA. Elles sont toutes en capacité de bien écrire, donc elles vont le faire plus ou moins avec de l'IA. Parce que derrière, j'en ai eu parlé dans certains épisodes, quand tu vas intégrer l'IA dans une équipe content, c'est pas comme quand tu vas intégrer l'IA dans une équipe qui va faire du content, mais aussi d'autres choses. On est tous pareils, on a un cœur de métier qu'on aime, mais quand on nous propose un outil qui va remplacer ce qui nous Ce fait qu'on aime bien, ouais. kiffer le matin quand on se lève, eh ben, t'as peur. T'as pas envie de devenir un robot. Donc, quand tu vas pousser une équipe qui fait plein de choses et qui doit faire du contenu en plus, bah, ils vont être contents, ils vont l'utiliser tout de suite et ils vont essayer d'exécuter la tâche qui leur prend le plus de temps et qui a le moins de valeur pour eux comme ça, ou le moins de plaisir. Donc dans l'équipe, il a fallu intégrer ça, c'est-à-dire leur montrer que ça allait pas leur enlever toute l'intelligence et tout le plaisir de créer des contenus, bien au contraire. Donc du coup, l'IA aujourd'hui est utilisée pour tout un tas de choses, pour faire des drafts, pour rewrite du contenu, pour apporter un peu plus de storytelling, pour vérifier la qualité de ce qu'on fait ou de ce qui est fait à l'externe ou de ce qui est fait par l'IA, utilisé pour faire des plans, pour faire le premier jet. Et moi derrière, j'ai juste mis un, comment ça s'appelle, j'ai mis un objectif de tant de pourcentage avec l'aide de l'IA. On gère la bande passante et derrière le message c'est soyons malins. Ce qui a le moins de valeur, ce sur quoi on peut avancer sans danger parce qu'on maîtrise très bien l'outil et maintenant la façon de faire du contenu de l'IA depuis un bon moment. Allons-y. S'il y a des trucs sur lesquels vous faites plaisir, allez-y, faites-le seul. Donc par contre, en effet, on a beaucoup aussi expliqué que la clé, c'est aussi la réflexion du sujet, c'est le brief, c'est là où tu vas amener un contenu. Quand tu es content marketing manager, tu pas que copywriter, hein, attention, parce que voilà, il faut faire gaffe aussi à ça. En face de toi, ton IA ou ton freelance, c'est à peu près la même chose. Ça pourra faire bondir certains, mais c'est juste je l'explique juste dans le principe de tu vas Du rôle, confier la production à mmh. quelque chose ou à quelqu'un. Mmh. Donc ça veut dire que, et c'est aussi pour valoriser le fait que ce que tu vas donner à ton freelance ou ce que tu vas donner à ton IA, si toi-même tu n'es pas au clair sur le brief, l'objectif marketing de cet asset, ce que tu en attends, comment tu veux le storyteller et par où tu veux commencer, où tu veux atterrir, il n'y a pas de magie. Ouais, de Donc toute on le façon, sait ça tous marchera très pas, bien. Toi, avec l'un ou l'autre, ouais. voilà, c'est Mmh. des discussions que tu dois avoir aussi. Donc on a beaucoup bossé sur ça. Donc aujourd'hui, les plumes, ben c'est des plumes qui sont des content marketing managers qui vont écrire certains assets elles-mêmes, qui vont faire certains bouts elles-mêmes et qui vont aussi outsourcer soit par les freelances, soit avec de l'IA. C'est pour ça que j'explique outsourcer avec de l'IA des fois aussi pour dire que voilà, ça reste Dans la comme un... logique, c'est ça, ouais. Mmh. Exactement. Et Bah mais voilà. du pardon, mais du coup, au final, aussi dans la dimension d'équipe et j'avais des équipes avec lesquelles vous devez interagir, l'un des enjeux du contenu, c'est qu'il soit utilisé parce qu'il y a effectivement toute la distribution que tu vas en faire toi-même, mais il y a aussi tout, ce qui peut être utile, soit pour les sales, soit pour, du customer success, soit enfin, comment est-ce que vous interagissez du coup avec les autres équipes? Comment tu fais pour que les contenus, ils soient réellement utiles et utilisés, tu vois, au-delà des propres actions que tu vas mener toi-même, quoi? Ouais, ben, tout ça, ça part, d'un alignement stratégique dès le départ. J'ai toujours tendance à dire que plus vite on se parle, dans tout, hein, dans la vie de tous les jours, au boulot et dans tout, plus vite on soulève les points, plus vite on se parle, plus vite on évite les pépites. Donc là, ça part d'un alignement stratégique dès le départ et c'est la plus grosse complexité d'ailleurs aujourd'hui qu'on a dans nos équipes, hein. C'est, machin a mis en place un truc, il va communiquer sur son plan marketing, ça bosse en chambre, on va te présenter le plan marketing et puis à la fin, ça fait déjà 5 mois, tout le monde est épuisé, puis bah, il y a des trucs qui sont décorrélés, puis il y a des trucs qui continuent à avancer parce que ben, pendant que tu fais ça, il y a le business as usual, donc il faut avancer. Donc on essaie beaucoup plus maintenant, et c'est aussi pour ça qu'on est remonté un peu d'un cran, de poser la strat et l'alignement dès le début. C'est-à-dire que au moment où les stratèges vont aller bosser la stratégie de contenu,
Moi, ce que je leur demande, c'est d'avoir bossé les mois d'avant. Enfin, on a essayé de faire une trame chronologique, même si dans les faits, tu sais très bien que ça se passe jamais comme ça. C'est une partie de l'année doit te permettre de monter en compétence sur la connaissance de ton audience, du marché, d'insights que tu vas proposer au PMM parce que ben t'es pas plus bête que lui, hein, et pas moins intelligent, je veux dire. Donc du coup, bah tu arrives toi avec ton point de vue de content stratégiste sur le marché, sur ce que fait la concurrence, la prise de parole qu'ils ont sur des thématiques. Tiens, Penny Lane, attaque langue sur ce sujet-là, Conto fait sur celui-ci. On n'arrête pas de se comparer parce qu'ils sont peut-être plus modernes et petits de ça, mais nous, on a une opportunité parce que là, on prend pas la parole. C'est ce genre de choses que vous devez aussi pousser en réflexion en interne au product marketing parce que eux n'ont pas cette vision-là. Ils ont besoin qu'on les nourrisse aussi. Donc du coup, ils doivent arriver à ce moment-là pour commencer à échanger. L'alignement stratégique, ça part de quelles sont les priorités business parce que ça, c'est la clé de tout le monde. Aujourd'hui, on doit vraiment arbitrer. Tu évoquais tout à l'heure le fait qu'on ait beaucoup de produits, beaucoup de, beaucoup de personnes qui bossent sur des produits. Certains produits sont pas toujours prioritaires. Nous, on est une équipe centrale avec une bande passante qui n'est pas optimale pour tout le monde. Donc derrière, faire une stratégie, c'est faire des choix. J'enfonce des portes ouvertes. Donc ça veut dire que derrière, il faut qu'on valide bien dès le départ les priorités business, go to market. Et à partir de ça, on va commencer commencer à discuter avec le campaign management et le product marketing sur bon voilà les propositions de valeur. Vous avez mis ça en place, nous on a ces insights-là, le plan marketing doit être ficelé comme ça, l'objectif, et on n'y est pas encore à 100%, loin de là, parce que comme je te le disais, la structure bouge, c'est d'essayer d'aligner du mieux possible les thématiques de message du product marketing, qu'est-ce qu'on raconte, le content, comment on le raconte, et le campaign management, qui est des thématiques de communication et de campagne, comment on va le diffuser, l'activer et aller choper, répondre à des objectifs de lead. Donc ça, c'est voilà, c'est le Graal. On arrive à le faire des fois, on n'arrive pas toujours à le faire, mais c'est de s'aligner dès le début. Si tu t'alignes pas dès le début, tu vas forcément avoir de la dilution dans tes messages, des tactiques qui vont partir dans la pampa. Ah, si on faisait un quiz un peu fun, c'est marrant, ça m'amuserait. Et ben derrière tes contenus, ben un, il y a beaucoup de chances qu'ils soient pas activés. Deux, que il soit pas pertinent par rapport à ce qu'on s'est dit et qu'il soit pas utilisé. Donc aligné dès le début et derrière c'est la communication. Après, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Pour tes contenus, ils soient utiles et utilisés, ils doivent vraiment traduire les objectifs business et market. Donc, plus ça va, mieux on arrive à le faire. On est quand même parti il y a quelques temps, tu sais, le fait de bosser à la brandcom, c'était bah, quand j'ai commencé à bosser avec mes stratèges, on faisait des super messages sur le du funnel, voilà, plus 30% de les experts comptables n'arrivent pas à embarquer leurs équipes, le recrutement, blablabla. Et hop, dès que tu commences à descendre un peu dans le mid et dans le, ça se transformait, les messages, ça se transformait, bah, on va faire un cas client et une vidéo démo. Mais c'est pas un message. Mais ouais, mais ça, tu vois, du coup, bah, parce que t'es pas connecté à ça. Donc tu te reconnectes à ça, tu apprends à le faire. Et plus tu vas coller à ces objectifs, à ça, plus derrière le fait de faire des objectifs business, de traduire ton objectif business en objectif de contenu, plus derrière tu vas t'assurer que tes contenus ils vont être utiles et utilisés. Si en plus tu le connectes ça aux tactiques, voilà. Ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, ça peut des fois marcher, des fois aussi ça ne marche pas parce que au milieu de ça, tu as ce qu'on appelle l'être humain. Et c'est compliqué de s'aligner. C'est pour ça, moi, mon rôle, il est aussi d'arriver tout le temps, de mettre le pied dans la porte, les deux pieds dans l'assiette pour arriver et faire ce genre de choses. Et tu vois, bah, là, par exemple, je sais que sur une division, on est un peu perdu, donc on a pris le parti de se dire, bah, on va mettre PMM, Field Marketer dans une salle une journée pour essayer de construire une campagne sur S2 ensemble. Plutôt que de se dire, bah, moi j'ai fait ci, toi t'as fait ça, j'ai fait ça, on le fait. Voilà, peu importe, l'étiquette, on avance. Donc pour moi, c'est ça je- si tu veux être sûr que ton contenu soit utilisé, être utilisé, faut pas bosser en chambre, ni d'un côté ni de l'autre. Après, il faut que tu sois en capacité de comprendre les objectifs business et d'y répondre avec ton contenu. Point barre. Et après, dans ce que tu vas analyser, d'être sûr que c'est toujours pérenne, toujours OK. Et après, je sais pas dans ta question si tu entendais une utilisation un peu plus aussi par les sales et tout. Chez nous, c'est un peu différent parce que il y a un service sales enablement et les contenus qu'on produit, ils sont mis à disposition du commerce et des sales. Mais nous, côté content, on est assez peu, et d'ailleurs c'est des fois un peu dommage, on est assez peu en contact avec le commerce, c'est plus le field marketing et les PMM qui bossent avec eux. Mais de toute façon, ton PMM est censé être aligné avec le commerce, c'est ton relais commerce, c'est pour ça que c'est un rôle difficile, PMM, hein. C'est ton relais commerce, et normalement, s'il est bien aligné avec le commerce,
tu dois, toi, si tu es bien aligné avec lui, donc ça fait beaucoup d'alignement, tu dois donner des assets qui vont parler au commerce. Mais voilà, la meilleure façon de s'assurer que c'est bien, c'est peut-être de temps en temps aussi de faire un peu de retour quali sur ce qu'on fait. Est-ce que c'est bien aligné avec avec les besoins du terrain? Ouais, mais tu vois, au final, on le voit dans la façon dont tu l'abordes et dont tu le présentes. La problématique, elle d'alignement, elle est, j'allais dire, d'autant plus importante que les équipes sont larges et que du coup les rôles se divisent aussi parce que tu as des spécialisations et tout. Et au final, t'as des problématiques de content quand t'es trois dans l'équipe market, puis que t'es en direct avec les sales. Et puis bah du coup là, elles sont aussi différentes parce que la taille de la structure veut que effectivement les enjeux sont un Mm, petit mm. peu différents, quoi. Très cool. Bah écoute, Yes. merci pour ton retour d'expérience. C'était super intéressant. J'allais dire, au final, bah du coup, on est passé pas mal par les challenges aussi que tu rencontres un petit peu dans les différentes questions. Enfin, on les voit, mais parce que c'est vrai que sur le podcast, moi j'aime bien toujours un petit peu conclure en disant c'est quoi tes challenges du moment pour montrer que la vie est pas toute rose. Ah, mais Je c'est sais pas clair. s'il y a d'autres choses que tu voulais mettre en avant par rapport à ce que tu as pu aborder un petit peu dans le courant de l'épisode. Bah, écoute, je vais leur pour, on dit qu'un bon contenu, une bonne stratégie de contenu doit répéter des messages, donc du coup, je vais répéter ce message celui-là. Allons-y. Le premier, c'est l'alignement, en fait, entre les équipes. Il est important dans toutes les structures et toutes les tailles de structure, mais il est encore plus important dans une boîte comme la nôtre, qui a une grosse structure et qui est souvent en transformation. Donc, c'est l'alignement entre les équipes product, marketing, campaign, content et terrain et activation aussi. J'en ai pas parlé, mais activation. L'autre jour, j'avais un atelier avec mes collègues PMM et j'expliquais 100% de notre impact qu'on doit avoir pour être sûr que l'impact il part bien de la stratégie, il atterrisse bien auprès de notre audience. On a 25% du gâteau chacun, PMM, content, campagne et activation, donc le digital. Quand il y en a un qui atteint pas ces 25%, à la fin, bah, l'audience n'a pas le bon message. L'idée, c'est pas de tirer sur le petit copain, c'est un peu trop facile. C'est de se dire qu'on a tous 25% de responsabilité, mais on a aussi chacun 25% d'amélioration. Peut-être que si en bout de chaîne, ma bannière en digital, elle est très fluffy par rapport au message de base, la déperdition, elle a certainement eu lieu à un endroit aussi. Donc voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est mon gros enjeu, c'est la montée en compétence de mon équipe sur le niveau stratégique. Euh, Parce que le mot stratégie est un mot qui est quand même sacrément fourre-tout et galvaudé. Je pense qu'on est tous passé un moment dans nos carrières en disant ouais je vais faire de la strat, mais ça veut dire quoi? Donc il y a un sujet où quand tu fais monter des personnes dans une équipe, et moi c'est des personnes qui sont vraiment top en plus, il faut pouvoir aussi les accompagner et les pousser, des fois aussi sur ce rôle-là, qui sont des rôles qui te demandent aussi de la posture. J'en parlais, hein, c'est pas que travailler avec ta petite lumière en chambre pour bosser, c'est beaucoup d'échanges, de posture, de compréhension et tout, et ça se fait pas en claquant des doigts et ça prend du temps. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Voilà, et après, voilà, le troisième bonus, c'est mesurer l'impact du contenu. C'est l'objectif qu'on s'est fait en fin d'année. Je parle d'impact, pas de performance. La performance, on la mesure aujourd'hui, mais l'impact, c'est parce que du coup, tu vois, ce qu'on essaye de travailler, c'est d'être meilleur dans le bas du funnel, d'être meilleur sur les messages et tout. Donc ça, c'est cool. Encore une fois de plus, je fais des belles slides, mais du coup, derrière, si ça marche pas, ça sert à rien. Je me serais juste fait plaisir avec 2 posts LinkedIn. Donc le but, c'est que derrière, on puisse le mesurer. Donc c'est un sujet qu'on a d'ailleurs dans nos objectifs avec ma collègue Content Ops, c'est quel est l'impact qu'on a auprès de notre audience. Est-ce que les messages fonctionnent sur la valeur, l'action, la consommation, la confiance qu'on doit générer avec. Est-ce que les convictions qu'on avait sur le bas de funnel, elles sont viables? Est-ce que ça fonctionne? Donc là, ce qu'on s'est mis en target, c'est d'avoir plus de finesse de mesure de tout ça. Voilà, c'est ça les 3 enjeux. Ok, bah écoute, très cool. Encore une fois, merci beaucoup Guillaume pour ton retour d'expérience, c'était très sympa. Bah, merci à toi. Et puis bah du coup maintenant, moi je te souhaite une bonne journée. Bah merci, écoute, et je vais terminer avec un autre café du coup, tu vois, comme on est Et le bah matin, écoute, faut c'est que je vrai, trouve. voilà, on est retourné pour se remettre de tout ça. Merci Merci Axel. Guillaume. Salut. Salut.